Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plante, de jardin ou de jardinier. On parlait de graines avec l'arbre de Judée. On va rester là-dedans avec la botanique des graines, je dirais. Parce que c'est assez mystérieux, la graine. C'est quoi déjà la graine? D'où ça vient? La graine, c'est la vie. La graine, c'est la vie. C'est la petite graine. Bah oui. Non, mais qu'est-ce que c'est que la graine? Non, mais comment elle arrive? On regarde les fleurs, on regarde les champignons, sans dire que ce sont des organes sexuels. Oui, bien sûr. Simplement, les plantes se reproduisent de cette façon-là. Voilà. Et que la graine, c'est parce qu'il y a eu une fécondation. Voilà. Et que la fécondation, c'est le début de l'être vivant. Par rapport à un mammifère, c'est le début de l'embryon. Eh ben, t'as tout dit. T'as dit exactement ce qu'il fallait dire sur la définition de la graine. Est-ce que toutes les plantes produisent des graines? Il y en a qui produisent des spores, donc est-ce que ça va être... Tu considères ça comme des graines ou pas? Non. Les plantes qui produisent des graines sont ce qu'on appelle des spermatophytes. Sperma, c'est graine en latin. Ou ce qu'on appelait dans le temps des phanérogames. C'est-à-dire... D'un côté, on a les gymnospermes, c'est-à-dire ceux qui ont des graines qui sont portées par des écailles ou un cône, comme les conifères, les cycas, les ginkgos. Et puis, on a les angiospermes, les plantes à fleurs, comme tu viens de décrire, où on a la fleur qui a été fécondée et qui donne un fruit dans lequel il y a la graine. Et ça, c'était il y a 400 millions d'années. Je crois que les premières plantes à fleurs, c'est 150 millions d'années, ce qui est déjà pas mal. Parce qu'avant ces plantes-là, les plantes comme les fougères, ce sont des spores et la plante inonde l'univers de ces spores en disant ça tombera où ça tombera, si ça tombe au bon endroit, tant mieux, ça marchera. Alors, c'est pas exactement ça. Sur les fougères, c'est beaucoup plus complexe que ça. La problématique des ptéridophytes, c'est que les spores doivent trouver de l'eau. Elles sont comme une sorte de microbes flagellés. Donc, elles vont se déplacer dans l'eau. Après, il va y avoir fécondation. Il y aura formation de ce qu'on appelle un protale sur lequel on a les sexes. Enfin bon, avant d'avoir des graines, les végétaux avaient des spores. Les gymnospermes étaient une forme primitive de plantes à fleurs, à graines, alors que les angiospermes, du fait qu'ils font un fruit fermé, protègent complètement leurs graines. La graine, elle se forme après la fécondation de l'ovule, et cette fécondation de l'ovule forme le fruit qui, comme je viens de le dire, protège la graine, mais accumule aussi des réserves qui sont destinées à permettre à l'embryon de se développer. De son côté, l'ovule, lui, a vu sa paroi se durcir et se déshydrate pour faire cette graine. Et le fait d'être dur et déshydraté rend encore la graine plus forte par rapport à toutes les agressions qu'elle peut avoir à l'extérieur. Il y a une chose qui est assez étonnante, c'est que à maturité, beaucoup ne germent pas immédiatement. C'est la période de dormance pendant laquelle la vie de la graine est ralentie, le temps que à la fois température, humidité et luminosité soient réunis dans des conditions favorables à la germination. Donc, par exemple, tous les végétaux qui fleurissent en été, mûrissent leurs fruits et leurs graines en automne, vont avoir une dormance hivernale avant de germer au printemps. Dans ces différentes phases de dormance, de pouvoir germinatif, on peut dire, on a 3 stades. On a des plantes qu'on appelle microbiontiques, c'est-à-dire le pouvoir germinatif est très très court, quelques semaines, voire quelques années maximum. Par exemple, un peuplier, c'est 6 mois. Il y a des plantes où il faut une germination quasiment instantanée. C'est assez facile à voir. Le tégument est très fin, c'est perméable à l'air, c'est agressé facilement. Il y a des arbres qui germent quasiment tout de suite. Le marronnier, il touche le sol, le marron se coupe. Le châtaignier, oui. Le palétuvier, c'est encore pire. La graine commence à germer dans le fruit lorsqu'il est encore accroché à la plante. Là, on appelle ça une plante vivipare, et après, ça va se détacher, tomber dans l'eau et germer. Tout simplement parce qu'elle est dans un milieu où si la graine tombe tout de suite, elle peut pousser. Ah bah évidemment. Voilà, on pourrait, pour illustrer, le blé arrive à maturité au mois de juillet, la graine est capable de germer tout de suite. Elle va germer en été, mais elle n'aura pas le temps de refleurir parce que l'hiver va arriver. Et donc, c'est toute l'intelligence de la plante d'avoir programmé ces graines pour qu'elles puissent se développer au moment où la saison est la meilleure, puisse pouvoir redonner une autre plante qui, à son tour, va assurer en fait la pérennité de la plante pendant des années et des années. Plutôt que l'intelligence de la plante, c'est toute l'adaptation évolutive qui s'est développée au fil des millénaires. Parce que celle qui n'était pas
adaptées, elles ont dégagé de lieux, on va dire. Les mésobiontiques, méso c'est milieu, elles ont un pouvoir germinatif de 2 à 5 ans, et ça c'est la majorité des plantes. 3 ans pour les radis, 4 ans pour les melons, 6 ans pour la chicorée, etc. Donc c'est un peu plus épais que les précédentes. Mais ce qui est étonnant, même fabuleux, c'est les plantes macrobiontiques, dont le pouvoir germinatif, c'est plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années. Cassia fistula, par exemple, c'est une centaine d'années. Mais 2000 ans pour un dattier, 10 000 à 15 000 ans pour le lupin arctique, plus de 1500 ans pour le lotus. On est sur des plantes qui ont des capacités de réserve, mais incroyables. Et elles ont un tégument très épais, elles ne sont pas grasses. Les grasses, en général, elles sont là pour nourrir très vite, alors que là, ça va être surtout des glucides, c'est un petit peu la nourriture lente par rapport à la nourriture rapide. Pourquoi ou comment le processus de germination va démarrer? Alors pour que ça ne démarre pas, les plantes, elles ont des inhibiteurs chimiques de germination, c'est des hormones ou des acides aminés qui sont autour de la graine et qui sont une protection supplémentaire par rapport au tégument, par rapport à la peau. Donc il faut que ces substances de protection soient éliminées, c'est-à-dire que soit elles sont lessivées par la pluie, soit elles sont détruites par le feu. Les pyrophytes, on en avait parlé, ces plantes qui ont besoin du feu, ben oui, parce qu'il faut éliminer la couche protectrice. Elles peuvent aussi être érodées par le sol parce qu'elles ont une forme qui les fait rouler sur le sol, et donc elles vont se frotter. Elles peuvent aussi, alors ça c'est encore plus subtil, être agressées par les sucs digestifs d'un animal qui l'aura absorbé. Un oiseau, tout à fait. Voilà, comme un oiseau, par exemple le figuier étrangleur dont on avait donné l'histoire aussi sur cette antenne, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, certaines sont transformées par des micro-organismes du sol, tout simplement, et puis le processus de germination se met en route. Dans nos régions, dans nos jardins, en fait, le réveil de la graine, il est aussi d'ordre climatique. C'est la température qui, passant du froid de l'hiver à la douceur du printemps, va créer, en fait, ce réveil. Et à l'inverse, il faut aussi, pour celle-là, qu'il y ait eu un froid suffisant pour que les réserves qu'il y avait dans l'abdomen de l'embryon puissent aussi agir et puis que la plante se réveille. Les pépiniéristes connaissent bien ça, ils mettent les graines au congélateur, au frigo, les scarifient avec du sable. Il y a des choses aussi intéressantes. On se dit, tiens, c'est marrant quand même, les plantes, elles font des graines, ok, mais elles sont là, elles ne bougent pas, elles sont à l'emplacement. Comment elles font pour se propager? Comment les graines peuvent voyager? Des fonds de façon, bien sûr. Pour voyager, il y a le vent, il y a les animaux, il y a les oiseaux, il y a certaines plantes comme le genêt qui va éclater, qui va projeter ses graines, les emmener un peu plus loin pour qu'ils aient la place pour pouvoir se développer. Les graines de la bardane, les fruits qui se collent sur le pelage des animaux et qui vont se balader. L'autocorie soi-même, on se disperse soi-même, c'est-à-dire que là, on va éclater. L'exemple le plus extraordinaire, c'est Ecballium elaterum, le concombre d'âne. Ah oui. Alors ça, c'est un petit fruit qui ressemble à un concombre miniature, mais qui a à l'intérieur une sorte de poche sous pression. Et en fait, il suffit de le toucher pour que... Mais il projette, mais à plusieurs mètres, un tout petit concombre comme ça, l'ensemble de ces graines qui sont dans une sorte de liquide un peu gluant, c'est un peu bizarroïde. Et on a aussi le paix du diable, Ura crépitans. Alors ça, sous l'action du feu, les graines, elles peuvent carrément être projeté jusqu'à 25 mètres de distance. Et c'est tout à fait extraordinaire. Il y a quand même aussi les balsamines, toi tu les connais quand même bien. Alors là, elles ont un fruit explosif. Les gosses s'amusent avec ça. Au contact de la balsamine, en fait, on a une sorte de ressort et la graine s'en va. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'autocorie, la plante qui elle-même se disperse. Tu as parlé du vent, bien sûr, anémocorie, on est avec le vent. Alors ça, c'est toutes les graines qui sont les plus légères possibles. Une graine d'orchidée, ça pèse... chez certaines espèces comme le Goudiera repens, 1 millionième de gramme. Donc, un petit vent comme ça, et ça s'en va très très loin. Il y a des autres orchidées, comme les Sinocès, par exemple, 3,7 millions de graines par fruit. Ah oui. Alors, ça part dans tous les sens, et évidemment, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent au bon endroit pour germer. Tu as parlé de la dispersion par voie
animal. La zoochorie, par exemple, l'oiseau avale, et puis après, il va faire son petit caca avec la graine dedans, qui en plus va bénéficier de la fiente pour pouvoir trouver un élément favorable. L'exemple de la bardane, très très bien, la bardane qui a permis d'inventer le velcro, les crochets qu'il y a sur les fruits et les graines. Il y a autre chose aussi, il y a l'hydrochorie. L'hydrochorie, hydro-eau, il y a des plantes qui se transportent par l'eau parce qu'elles sont spongieuses. L'exemple le plus connu, le cocotier, la noix de coco peut voyager au gré des courants pendant des centaines, des milliers de kilomètres. Et puis, le dernier exemple, c'est nous. Ah oui. Tout simplement parce que avec le travail que l'on fait dans le sol, par exemple, on va retourner la terre, et bien les graines qui étaient en surface, elles vont se retrouver dans des bons endroits. Il y en a quelques-unes qui vont se coller sur nos vêtements, dans nos bagages, etc. On a certainement même introduit de façon ultra involontaire des tas de végétaux parce qu'on avait les graines qui étaient collées sur nous. Et puis, il y a quand même aussi des introductions, des dispersions volontaires par les botanistes et les jardiniers, parce qu'on s'est dit, tiens, cette plante, elle est jolie, on va essayer de la cultiver, et puis ça marcherait. Donc voilà les graines qui sont dans un monde absolument extraordinaire. Tu as parlé d'intelligence des végétaux tout à l'heure, je crois qu'on peut dire ça, parce que même si c'est pas l'intelligence telle qu'on la connaît, et qu'il a fallu des milliers, voire des millions d'années pour obtenir ça, aujourd'hui, on est arrivé à un degré de spécialisation. De sophistication, qu'une plante puisse fabriquer une graine avec des substances pour l'empêcher de germer et qu'elle germe là. Je pense que, pour ma part, je pressens que dans 20, 30, 40 ans, on verra que les végétaux sont plus évolués que les hommes et les animaux. Et ils seront là après nous. Ils étaient là avant nous, ils seront là après nous. Eh bien, écoutez, on va bien mûrir cette réflexion philosophique de Pierre. On vous remercie pour votre fidélité. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre émission. Et bienvenue au jardin.